Alors, j'ai d'abord envie de vous dire que ça fait extrêmement plaisir d'être de nouveau ensemble. Je dis de nouveau pour ceux et celles qui ont suivi plusieurs de ces Zooms ou d'être tout simplement ensemble pour la première fois pour ceux et celles d'entre vous où c'est le cas. Ça fait vraiment plaisir. Puis ça fait particulièrement plaisir aujourd'hui, vu l'événement que je célèbre, la sortie de ce livre que j'ai attendu avec beaucoup de patience. Patienter est un des 40 verbes qu'il contient, parce que pour la première fois, j'ai eu les premiers exemplaires de mon livre début décembre. Vous imaginez, c'est-à-dire pratiquement 6 ou 7 semaines avant que vous l'ayez dans vos librairies. Donc, il m'a vraiment, vraiment fallu patienter. Alors, avant de débuter, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure en donnant plus de détails, à savoir que j'ai l'aide, le soutien d'Émilie. Donc, si vous avez des problèmes de son, de caméra ou que sais-je, vous avez Émilie dans le chat, comme ça, qui peut répondre à vos éventuelles interrogations. C'est aussi elle qui, des fois, consulte les questions, les commentaires qu'il y a, que je ne peux pas forcément lire en même temps que je vous parle. Et puis aussi, et c'est précieux, c'est Émilie qui note les références que je donne, parce que je ne peux pas m'empêcher, quand je parle, il m'arrive régulièrement de citer un livre, de citer un auteur, de citer un documentaire, un film, que sais-je. Et donc, on a pris l'habitude avec Émilie qu'elle note ça, qu'elle me les communique, et ensuite, je les mets le lendemain ou parfois le soir même sur un Google Doc que vous pourrez tous consulter. Émilie va certainement vous donner le lien sur le chat. Et pour s'y retrouver plus facilement, je mets en général les dernières références en rouge, que vous n'ayez pas à scanner 2 ou 3 pages de références avant de dire mais c'est quoi le truc dont il a parlé hier. Voilà, je mettrai en rouge. Si je cite des choses ce soir, elles seront mises en rouge pour que vous les retrouviez facilement. Ça vous évite de stresser en disant mais qu'est-ce qu'il vient de dire, c'était quoi le nom de l'auteur, c'était quoi le truc. Non, non, tout ça c'est noté. Si Émilie a des doutes, elle me pose la question derrière. Et comme ça fonctionne mieux pour tout le monde. Et puis, je rajoute, bon, ça concerne surtout ceux qui ne sont pas là, ceux et celles qui ne sont pas là, que normalement, dès demain matin, je pense, ou demain après-midi ou plus tard, la soirée qui est enregistrée sera disponible sur ma chaîne YouTube pour ceux et celles qui ne pourraient pas être parmi nous ce soir. Voilà. Alors, pour vous donner un petit peu le menu de cette soirée, je voulais faire un petit peu le point, enfin poser un petit peu les choses et la situation actuelle avant de parler à proprement dit du livre qui sort aujourd'hui. Et puis, comme on l'a fait durant la vingtaine de Zoom qu'on a fait jusqu'ici avec ceux et celles qui pouvaient être présents, on se prendra un petit temps de méditation collective à la fin, si vous le voulez bien. Voilà. Alors, le livre qui sort aujourd'hui, comme vous le savez, s'appelle Magicien du quotidien. Et en préparant la soirée ce soir, je me suis dit, mais en fait, on vit vraiment dans un monde qui aurait paru totalement magique. Il n'y a pas besoin de remonter loin, je pense simplement à mon grand-père qui était né en 1896. Tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui lui aurait semblé complètement magique. Vous imaginez nos téléphones portables, vous imaginez les GPS, rien qu'une télécommande. C'est un truc qui nous paraît tout bête aujourd'hui, mais enfin, on est nombreux à avoir connu un monde sans télécommande où il fallait se lever pour aller enclencher la télévision, se lever pour changer de chaîne, se lever pour monter ou baisser le volume. La télécommande, s'il y a un truc qui ressemble à une baguette magique, c'est bien une télécommande. Donc, d'un point de vue technologique, on vit vraiment dans un monde qui est magique, dans un monde qui est incroyable où d'année en année, il y a de plus en plus de possibilités qui nous sont données de faire des choses qu'on n'aurait même pas imaginées autrefois. Moi, j'avais le souvenir que quand je pensais justement à la vie de mes grands-parents, par exemple, je me disais, wow, tout ce qu'ils ont connu, c'est incroyable en l'espace d'une vie, toutes ces innovations technologiques, ou même mes parents. Et sincèrement, je ne pensais pas, dans ma propre existence, voir autant d'innovations technologiques. Ne serait-ce que l'apparition des téléphones portables, l'apparition d'Internet qui a complètement changé nos vies, les smartphones derrière qui vont encore plus loin. Bref, nous vivons dans un monde qui, d'un point de vue technologique, de nouveau, j'insiste, est complètement magique et aurait bluffé les gens de quelques générations à peine en arrière. Et pourtant,
Et pourtant, malgré toute cette magie technologique, on est obligé de faire le constat qu'on n'est pas une société qui est complètement épanouie et heureuse. On n'a pas vaincu la faim dans le monde, on n'a pas réglé la violence, les guerres, le terrorisme. On vit dans un monde qui reste encore extrêmement clivé, extrêmement divisé. On voit réapparaître toutes sortes de comportements relationnels, bouc émissarisation, division, rejet, etc., qui peut-être nous semblaient appartenir au passé. Eh bien non, c'est toujours là, et c'est même là de manière assez intense, comme chacun d'entre vous a pu le constater. Donc, toute cette magie extérieure, toute cette magie technologique ne nous a pas nécessairement apporté une vie magique intérieurement. Et si, comme moi, vous aimez le cinéma, ce qui me frappe chaque fois que je vois un film futuriste, que ce soit La Guerre des Étoiles, Dune qui est récemment sortie, ou tant et tant d'autres, eh bien, on voit une technologie encore plus incroyable. On est à l'ère du voyage intersidéral, on va sur d'autres planètes, on fait des choses encore plus hallucinantes que ce que nous sommes capables de faire. Mais vous aurez constaté comme moi que les humains dans ces films-là, qui se passent dans 50 ans, dans 100 ans ou dans je ne sais combien de temps, ben, ils sont toujours confrontés aux mêmes problèmes, aux mêmes tensions, aux mêmes divisions, aux mêmes haines, clivages, etc. Donc, il y a un constat qui s'impose, c'est qu'il nous manque véritablement quelque chose et il nous manque une magie intérieure. Voilà. On vit dans une société qui a énormément misé sur l'extérieur. C'est-à-dire, dès qu'on a un souci, un problème, qu'il soit psychologique, qu'il soit médical, qu'il soit autre, eh bien, on a pris l'habitude de se dire qu'il doit exister un remède, une solution, quelque chose d'extérieur. Il doit exister un sauveur, quelqu'un qui va pouvoir résoudre mes problèmes, qui va pouvoir m'apporter du dehors quelque chose pour me guérir, pour me rendre plus zen, pour me transformer. Il y a vraiment un pli qui a été pris, qui est d'attendre presque systématiquement et presque dans tous les domaines, attendre une solution extérieure à nos problèmes. Et ce qu'on constate, c'est que plus se multiplient les gadgets, les supports, les soutiens extérieurs, et plus on ne voit pas une évolution intérieure correspondante. On ne voit pas des gens plus heureux, plus souriants, plus rayonnants, plus lumineux. Je dirais même que c'est parfois le contraire. Je pense que parmi vous, il y a certainement des personnes qui, comme moi, ont eu l'occasion de voyager à l'étranger, dans des pays beaucoup moins favorisés que nous. Et vous avez certainement fait le même constat que moi, parce qu'il est tellement évident, c'est de voir des enfants jouer avec un pneu, une roue, un bout de bâton, etc., mais avec quelque chose, une lumière, un côté pétillant dans les yeux, qu'on ne voit pas forcément sur nos jeunes avec leur tablette, leur smartphone, leur PS4 ou que sais-je. Alors, je ne vais pas faire non plus dans des clichés, d'un côté des enfants heureux avec rien et de l'autre côté des enfants malheureux avec tous les gadgets possibles. On ne va pas tomber dans ces clichés-là. Mais il y a une vraie question à se poser, de se dire, finalement, qu'est-ce qui contribue à mon épanouissement, à mon bonheur? Qu'est-ce qui met de la magie intérieurement dans ma vie? Et je pense que là, il y a vraiment un grand changement à opérer, un changement qui a commencé à s'opérer, à s'amorcer d'ailleurs depuis déjà plusieurs décennies avec tout ce mouvement du développement personnel, avec l'essor de spiritualités diverses, aussi bien anciennes, aussi bien de l'Orient que d'ailleurs, qui tout d'un coup ont fait irruption massivement dans nos vies, mais un changement dont on voit bien encore aussi qu'il n'est pas généralisé, que beaucoup de gens sont encore là vraiment à attendre tout de la science, tout de l'extérieur, avec à l'extrême ce que moi j'appelle les délires transhumanistes. Pourquoi délire? Parce que transhumaniste, ça veut dire passer à travers. Bon, si on veut aller au-delà, si on veut passer à travers l'être humain et aller au-delà, il faudrait peut-être commencer par connaître de quoi l'être humain est capable. Et je pense que nous vivons dans une société où on a perdu complètement conscience de ce que c'est que l'âme humaine et de ce dont quoi un être humain est possible quand il éveille, quand il développe tout le potentiel qui est en nous. Moi qui adore les métaphores, j'en ai une pour le transhumanisme. Je dis c'est un cocon collé sur un drone. Un cocon sur un drone. Ça vole peut-être, mais ça ne fera jamais un papillon. Donc on peut utiliser toutes sortes de gadgets extérieurs, mais rien de ce qu'on va utiliser extérieurement ne va vraiment compenser ce que nous sommes capables de développer, de transformer, d'éveiller à l'intérieur de nous. Et la véritable magie, la magie intérieure, c'est là
qu'elle est censée agir. Donc, on pourrait dire qu'il y a un renversement à opérer, qui est un renversement qui va de cette habitude de tout chercher à l'extérieur à quelque chose qui va à l'intérieur, c'est-à-dire d'éveiller tout ce potentiel, aussi bien psychologique que spirituel, qui se trouve à l'intérieur de nous. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y avait quelques génésiens parmi vous, donc des personnes qui ont suivi Genesis avec nous, et au cours de la vingtaine de soirées Zoom que nous avons faites auparavant, j'ai eu l'occasion plusieurs fois, je suis en train de faire des petits réglages, plusieurs fois de vous parler brièvement de cette structure que j'ai appelée Genesis parce qu'on la trouve dans ce texte de la Genèse, qui est un texte symbolique, archétypal absolument extraordinaire. J'aimerais juste y revenir 2 minutes, en particulier pour celles et ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas. Donc, normalement, si je me débrouille bien, je suis censé pouvoir faire un partage d'écran. Alors, on espère que ça marche. Alors, suspense. Voilà. Émilie, tu me confirmes qu'on voit mon schéma? Oui, c'est bon, merci. Voilà. Donc, dans le schéma de Genesis, vous voyez ce losange avec en haut le feu, au milieu l'air et l'eau, en bas la terre. Si je change d'image, je suis obligé de repartager. Je ne sais pas pourquoi. Avant, ça se faisait automatiquement, mais ce n'est pas grave. On ne va pas se laisser décourager. Ce schéma est une manière de représenter les 4 dimensions de notre être. La dimension spirituelle, quand je parle d'esprit en français, c'est jamais l'esprit au sens intellectuel, puisqu'il y a une confusion en français. L'esprit comme dimension spirituelle, l'âme, la part divine en nous. Au milieu, le mental qui correspond au plan de l'air, à l'élément air, le cœur, l'affect, les émotions qui est lié à l'élément eau, et puis dans la pointe du bas, la terre qui correspond au corps, à notre corps. Alors, la philosophie de Genesis, je la résume d'une façon très simple en disant si un jour on veut arriver à cet épanouissement que nous recherchons tous, il faut trouver un équilibre entre ces 4 dimensions, réussir à instaurer un climat harmonieux en nous, entre le soleil, l'air, l'eau, la pluie et le sol où il y a toutes ces graines à faire pousser. Et pour ça, j'utilise une devise très simple qui dit si on veut arriver à cet épanouissement-là, il faut guérir le cœur et libérer le mental pour que l'esprit se reflète dans le corps. Guérir le cœur, libérer le mental pour que l'esprit se reflète dans le corps. Si j'avais exprimé ça en langage biblique, qui est un langage imagé, j'aurais dit il faut apaiser les eaux et dégager le ciel pour que le soleil féconde la terre. Voilà. Apaiser les eaux et dégager le ciel, ça veut dire réussir à mettre un peu de paix et de calme dans cette dimension affective et mentale qui, chez nous, est malheureusement bien agitée. Et l'eau plus l'air, ça crée des nuages, ça crée du brouillard et ça fait que la lumière du soleil, elle a du mal à descendre jusque sur Terre. La lumière spirituelle a du mal à s'incarner pleinement en nous. Si je vous montre les 2 petits schémas qui nous restent, vous verrez ça très bien. Le premier, c'est celui-là. Voilà. Guérir le cœur et libérer le mental, c'est-à-dire s'occuper d'abord de cet axe horizontal qui est celui dans lequel nous fonctionnons l'essentiel de notre temps. À tout moment, je suis traversé par des pensées, par des sentiments, j'ai des désirs, des envies, j'y réfléchis. Et finalement, ce que je manifeste dans le corps, c'est le résultat déjà de toute cette activité entre le mental et le cœur. Et puis, dernier dessin, crac, je ne sais pas pourquoi, mais il revient chaque fois sur moi. Je vous partage une dernière fois le dernier dessin. Voilà. Pour que l'esprit se reflète dans le corps, c'est-à-dire une fois qu'on n'a plus ici, entre le mental et le cœur, une zone de brouillard, une zone de brume, des nuages épais, et bien tout d'un coup, toute la lumière spirituelle peut descendre et se manifester en plénitude en bas. Donc vous voyez, on est passé d'un axe horizontal où on est là à osciller entre nos pensées, nos sentiments, à un axe vertical à un moment qui se met en place
C'est-à-dire que je retrouve cette connexion entre mon esprit, le soi, la dimension spirituelle divine, et puis mon être incarné, mon petit moi au quotidien. Je vous montrais ce schéma parce que je parlais d'un renversement. Je disais, voilà, on a misé sur un plan, la technologie, l'extérieur, et puis tout d'un coup, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que malgré toute cette science, que malgré toute cette technologie, humainement parlant, il y a quelque chose qui reste sous-développé en nous, et que si nous voulons arriver à un véritable épanouissement intérieur qui se traduise ensuite à l'extérieur par de nouvelles solutions plus efficaces que les anciennes, eh bien, il va falloir faire ce renversement. Il y a une phrase d'Einstein que peut-être vous avez entendue parce qu'on la cite depuis, mon Dieu, des décennies. Einstein disait « On ne peut pas régler un problème avec l'état d'esprit qu'il a créé ». Or, c'est exactement ce que nous essayons de faire maintenant depuis des décennies. C'est-à-dire qu'on voit les problèmes écologiques, médicaux, politiques, économiques, sociaux qu'ont créé le mode de fonctionnement, le mode de vie que nous avons mis en place. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à les résoudre de la même façon, en utilisant exactement le même état d'esprit, toujours dans une volonté de contrôler la nature, contrôler la vie, contrôler les enfants dans l'éducation, se contrôler soi-même, toujours être dans la maîtrise, dans cette espèce d'opposition et de dualité si bien décrite l'année dernière par Charles Eisenstein dans ce magnifique livre que j'ai fait publier chez Jouvence, qui s'appelle « Notre cœur sait qu'un monde plus beau est possible ». Voilà, il parle de cette pensée guerrière qui est la nôtre, quand toujours on est là à vouloir se battre contre l'extérieur, se battre contre le monde, essayer de transformer les choses. Nous sommes invités en fait à venir faire d'abord la paix à l'intérieur, retrouver l'unité à l'intérieur. Et une fois que la paix et l'unité reviennent à l'intérieur, bien les solutions qu'on va mettre en place, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient médicales, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient monétaires, etc., vont tout d'un coup jaillir d'un autre état d'esprit, d'une autre conscience, d'une autre façon de faire les choses. Donc voilà pourquoi, sincèrement, aujourd'hui, je pense que la magie, c'est avant tout à l'intérieur de nous qu'il faut l'éveiller, qu'il faut l'activer, parce que sinon, ce qu'on va tenter de faire à l'extérieur finira tôt ou tard par refléter les tensions, les désaccords, la dualité, les divisions, les conflits intérieurs qui ne sont pas réglés. Alors, ce qui m'étonne, moi, parfois, c'est de voir comment la vie nous fait avancer d'une façon qui peut nous surprendre nous-mêmes. J'ai consacré les 10 dernières années de ma vie essentiellement à la thématique du pardon. Beaucoup d'entre vous me connaissent à travers ça, à travers les cercles de pardon que j'ai créés, à travers mes 3 livres sur le sujet. Il y a bien sûr Le don du pardon, qui parle de ma rencontre avec Miguel Ruiz. Il y a Peut-on tout pardonner, qui est vraiment l'ouvrage le plus complet sur tous les aspects de cette question. Puis entre les deux, il y a un ouvrage qui me tient aussi très à cœur qui s'appelle « J'arrête de, entre parenthèses, me juger ». J'arrête de me juger, j'arrête de juger les autres, paru chez Erol, qui se situe dans cette même thématique, non-jugement et pardon. Et sur le moment, je ne me suis pas rendu compte qu'en publiant ces livres, plus quelques autres, Mettre de l'ordre en soi, etc., j'ai vraiment passé plusieurs années à m'occuper de ce lien, de cet axe horizontal entre la tête et le cœur. Comment arriver à penser autrement et à ne pas me piéger avec mon mental et mon intellect? Comment arriver à me libérer de la haine et du ressentiment et de ces émotions et de ces blessures émotionnelles que je porte depuis si longtemps et qui, ensemble, créent ce brouillard, créent cette couche de nuages qui fait que même si je médite, même si j'ai un travail spirituel, j'ai l'impression que quelque chose n'est pas complètement ouvert et que cette lumière, elle ne descend pas autant que je le souhaiterais. Et puis, on en arrive maintenant à ce dont je voulais vous parler essentiellement ce soir. Eh bien, ce nouveau livre, Magicien du quotidien, il concerne cette fois maintenant vraiment, on va dire, cet axe vertical, c'est-à-dire comment
incarner l'esprit dans la matière, comment faire descendre la lumière, la conscience, l'amour dans notre quotidien, dans nos gestes du quotidien. On pourrait dire que le but, c'est à la fois de matérialiser l'esprit, c'est-à-dire de le rendre vivant, présent, visible, tangible ici, dans nos vies, autour de nous. Et puis, on peut dire de spiritualiser la matière aussi, c'est-à-dire amener une touche de conscience, quelque chose de pétillant, de lumineux dans la moindre chose que nous faisons. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ce livre, il a une histoire un petit peu particulière. Figurez-vous que c'est probablement le seul de mes livres dont je connais la genèse exacte. C'est-à-dire que je me suis trouvé le 4 octobre 2018. Le 4 octobre, c'est la Saint-François d'Assise, si je ne dis pas de bêtises. Je donnais une conférence à Bourges, dans le cadre d'une tournée de conférences que j'ai faite sur le pardon à l'époque. Et il se trouve que le soir, je pense, en rentrant à l'hôtel, j'ai gribouillé sur un cahier une idée de livre comme ça. Et ça m'est complètement sorti de la tête. J'ai souvent dans mes tiroirs des idées en me disant, tiens, un jour, peut-être que j'écrirai là-dessus. Et puis, je laisse ça de côté. En l'occurrence, c'est resté de côté pratiquement 3 ans, jusqu'à ce qu'il y a 1 an, presque jour pour jour, enfin pratiquement, janvier 2021, je sois contacté par une ancienne journaliste du magazine Happiness, que j'imagine vous connaissez, Lila Zewald, qui est devenue agent littéraire. Elle s'occupe d'auteurs. Et en fait, c'est grâce à Lila que ce livre est né, tout simplement parce qu'elle m'a proposé à la fois de devenir mon agent. Donc, je suis un homme heureux, je suis un auteur heureux aujourd'hui avec un agent. On pourra en parler aussi, mais c'est un métier dont ça fait 20 ans que je dis qu'il fait défaut en France, alors qu'il est pratiquement systématique aux États-Unis. Et elle m'a proposé d'écrire au départ dans un format assez précis pour un éditeur. Et donc, voilà, je me suis lancé en me disant « Ah, mais oui, mais j'avais ce projet-là. » Et je me suis lancé dans ce projet d'écriture. Et ce qui est amusant, c'est qu'au départ, ce livre devait s'appeler « Spiritualiser votre quotidien », avec un petit clin d'œil à mon grand ami Pierre Pradervan, qui a écrit un livre qui s'appelle « Vivre sa spiritualité au quotidien », paru chez Jouvence. Je connais Pierre depuis 30 ans et j'ai eu le plaisir de publier quelques-uns de ses livres. Et d'ailleurs, j'en profite pour avoir une pensée très fraternelle, très amicale pour lui, parce qu'aux dernières nouvelles que j'ai eues il y a un jour ou deux, il était hospitalisé. Donc, voilà. Peut-être que dans notre méditation tout à l'heure, on pourra envoyer un peu de lumière à mon grand ami Pierre. Et donc voilà, au départ, je me lance dans l'écriture de ce livre en me disant ça va s'appeler « Spiritualiser votre quotidien ». Et puis, je recommence. Voilà. Tu t'es arrêté à Pierre Pradervan. Je suis arrêté à Pierre Pradervan, merveilleux. Alors, j'ai juste vérifié que tout le monde est muet. Voilà. Bon, c'est la première fois que j'ai une coupure comme ça, c'est original. Oui, je m'arrêtais à Pierre. Donc, en fait, quand je commence à écrire ce livre, titre de travail, Spiritualiser votre quotidien, je me trouve à écrire, à voir sous ma plume, enfin, je dis ma plume, je tape à l'ordinateur, magie, magique, magicien. Le mot revient tout seul plusieurs fois. Et là, j'ai eu vraiment une prise de conscience, c'est que je me suis dit, le mot spiritualité est un mot qui fait encore aujourd'hui peur à beaucoup de gens. C'est un mot finalement très élitiste. Les gens se disent « Ah non, mais la spiritualité, c'est pour les gens qui vont faire des retraites dans un monastère, ou alors qui partent carrément en Inde ou je ne sais où. » C'est un terme qui fait peur. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Non, non, la spiritualité, ce n'est pas pour moi, hein, c'est pour les autres. » Voilà. Alors que je pense qu'on est d'accord pour considérer que la vie est spirituelle. L'esprit est un. Donc, d'une certaine manière, tout est spirituel. Rien n'est en dehors de la spiritualité puisque l'esprit englobe absolument tout. Donc, qu'on le veuille ou non, nous sommes spirituels. Nous vivons une vie spirituelle, même si c'est de façon inconsciente. D'ailleurs, il y a des gens qui sont extrêmement spirituels par les vertus, les qualités, la chaleur humaine, l'amour, la compassion, la gentillesse, toutes les qualités qu'ils manifestent, sans en avoir du tout conscience et sans se sentir spirituel, comme peut-être à l'inverse, il y a des gens qui ont peut-être toutes sortes de gris-gris et qui ont lu tous les ouvrages de théologie possibles et imaginables,
mais dont peut-être la vie au quotidien manifeste moins de ses grandes qualités et vertus. Et donc, en écrivant cette introduction, je me suis dit, mais en fait, il faut parler de magie. Voilà. Parce que pour moi, la spiritualité, elle rend la vie magique. Et puis, depuis la série des Harry Potter, faut quand même voir que ça a touché des centaines de millions de personnes entre les livres, les films, etc. La magie est vraiment rentrée dans nos vies plus que jamais. Et je trouvais intéressant de la faire rentrer d'une manière différente, parce que c'est bien d'avoir une baguette magique. Moi, j'ai adoré les Harry Potter, j'imagine vous aussi. Bon, et en même temps, on se rend bien compte que le pauvre, il suffit qu'il perde sa baguette, puis ça y est, il peut pratiquement plus rien faire. De nouveau, un outil extérieur. Voilà. Moi, la baguette magique que je propose dans Magicien du quotidien, c'est la conscience. Parce qu'à partir du moment où je mets de la conscience dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans les objets que je touche, dans mes paroles, dans chaque moment, chaque instant, eh bien le geste le plus banal, la routine, la corvée même, qu'est-ce qu'on a comme corvée, se transforme en quelque chose qui va pouvoir finalement participer à mon cheminement intérieur. C'est-à-dire qu'à un moment, cette coupure qu'il y a entre mon monde intérieur et puis l'extérieur, elle disparaît. Elle disparaît parce que je me rends compte que tout ce que je fais à l'extérieur peut avoir une résonance à l'intérieur. On pourrait dire que tout ce que je fais à l'extérieur a de fait une résonance à l'intérieur, simplement, la plupart du temps, nous ne le savons pas, nous ne le voyons pas. Donc, ces liens s'exercent quand même un peu, mais lorsqu'on les active délibérément et en conscience, bien à ce moment-là, il se passe des choses littéralement magiques. C'est-à-dire, je peux faire une corvée de ménage, et puis je pense à autre chose, puis je suis ailleurs, puis je râle de devoir prendre une heure pour faire le ménage. Ou je peux me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi dans ma tête des idées qui ont besoin d'être dépoussiérées? Est-ce qu'il n'y a pas dans mon cœur des vieux sentiments stagnants qui auraient besoin d'être lavés comme je lave les carreaux, comme je lave la vaisselle, etc. Et à un moment, en prenant l'habitude, eh bien, on se rend compte que absolument tout ce que nous faisons, mais vraiment tout peut être spiritualisé, y compris les choses les plus banales et les plus triviales. Et moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Moi, j'ai grandi dans une religion qui occupait principalement une heure le dimanche. Après ça, j'ai cherché une spiritualité qui englobe tout. Et quand je dis tout, c'est aussi notamment la nature, parce que mes plus belles expériences spirituelles pratiquement sont en lien avec la nature, le soleil, la mer, la forêt, les arbres, les animaux, etc. Et j'avais vraiment besoin de trouver une voie spirituelle qui ne fragmente pas tout, qui ne divise pas tout et qui ne réduise pas la spiritualité à un temps donné la semaine, mais qui puisse vraiment se manifester partout. Alors, petite parenthèse, les gens m'associent souvent à Don Miguel Ruiz, et avec raison, puisque depuis ma rencontre avec en 99 au Mexique, qui a été une rencontre majeure dans ma vie, qui a débouché notamment sur toute cette aventure du pardon. C'est un auteur qui m'a beaucoup influencé, beaucoup touché, pour qui j'ai autant d'estime que d'affection. Mais en réalité, mon parcours spirituel à moi, il a démarré beaucoup plus tôt, pratiquement 15 ans avant. Et un des auteurs qui m'a beaucoup influencé est un auteur qui a vécu en France. Il s'appelait Omram Mikhaël Ivanov, et qui a proposé un enseignement qui apportait beaucoup, je trouve, justement, cette notion de maître de la vie, maître de la conscience dans les moindres gestes du quotidien. Et je ne peux pas m'empêcher de partager avec vous un petit conte que m'a inspiré la façon dont nous réagissons les uns les autres face aux enseignements qui se présentent à nous, que ce soit la Bible et l'Ancien Testament, que ce soit les accords Toltec, ou que ce soit Steiner, Ivanov, Alice Bailey ou d'autres. Ça s'appelle le conte des 3 litchis. C'est un petit conte que j'ai inventé. Et figurez-vous qu'on est le 18, donc dans une semaine tout rond, le 25, apparaît une bande dessinée qui s'appelle « Et Dieu dans tout ça », qui a été conçue par Hervé Loiselet et Olivier Ultramar, et où ils sont allés rencontrer plein de personnes qui vivaient des spiritualités différentes. Ils en ont fait une très très belle BD avec une dessinatrice. Et il se trouve que voilà, ils ont mis en image ce petit conte des 3 litchis. Vous verrez pourquoi je vous en parle là. L'idée du conte des 3 litchis, c'est de se dire, voilà, dans ce conte, il existe quelque part un litchi sacré,
un arbre absolument extraordinaire dont on dit que si jamais on mange un de ces fruits, mais les bienfaits intérieurs, ce que ça nous a apporté comme richesse, comme transformation, seront absolument miraculeux. Donc forcément, beaucoup de gens se mettent en quête du litchi sacré. Et voilà qu'un jour, une première personne arrive à cet arbre. Et alors, hop, elle cueille un litchi et elle le met tout entier dans la bouche. Et là, forcément, vous avez déjà vu commencer un litchi avec une peau très rugueuse, très râpeuse. Elle se râpe la langue, elle trouve ça absolument épouvantable, ça craque. En plus, il y a un noyau dedans, elle manque à moitié de se casser une dent. Mais en réalité, elle recrache tout en disant « mais c'est n'importe quoi, comment j'ai pu croire à une bêtise pareille de litchi sacré ?» et repart absolument furax de là. Quelque temps après, on voit arriver une deuxième personne qui, elle aussi, a trouvé le litchi sacré. Alors, elle aussi, elle cueille le litchi et elle aussi, elle le met tout entier dans la bouche. Mais elle, ça fait tellement longtemps qu'elle s'est conditionnée en se disant « mais de toute façon, ce fruit sera extraordinaire, il va changer 20 vies, ça va être merveilleux, etc. » que je vois qu'il y a, c'est marqué, quelqu'un a levé la main. Il y a un souci? Non. Alors, je reprends. La deuxième personne, donc voilà, mais elle s'est tellement conditionnée, elle est tellement sûre que ça va être bon, que ça va être merveilleux, que même si elle aussi, elle sent cette peau qui la râpe la langue, elle prend pas vraiment de plaisir. Vous avez essayé de manger un litchi tout entier, c'est quand même pas génial, mais elle se convainc en disant si, c'est merveilleux, puis c'est normal que ça fasse un peu mal, et puis je suis sûr que ma vie va être transformée comme ça, puis repart en s'auto-conditionnant sur le fait que c'était merveilleux. Puis comme dans toutes les bonnes histoires, ça va par trois, donc une troisième personne un jour, à son tour, découvre le litchi sacré. Voilà. Alors, cueille le fruit, puis là, délicatement, elle enlève la peau, et puis ensuite, elle mange en faisant attention de ne pas écraser le noyau, elle se régale du jus, du parfum, des saveurs absolument extraordinaires du litchi, et puis ensuite, elle récupère le noyau qu'elle garde précieusement dans la poche pour que, rentrée chez elle, elle puisse le planter dans son jardin, et puis un jour avoir un arbre à litchi aussi dans son jardin, et en partager les fruits avec d'autres. Pourquoi je vous raconte le conte des trois litchis? Parce que l'expérience montre que ça résume à peu près les trois attitudes les plus courantes qu'on trouve dans les gens qui abordent un enseignement spirituel. Vous avez ceux qui prennent tout à la lettre. Et alors, par exemple, ils vont lire l'Ancien Testament, puis ils vont trouver une phrase épouvantable sur, je ne sais pas, le traitement des femmes adultères ou des homosexuels, puis ils vont se dire, mais c'est n'importe quoi, et hop, on trash, on se débarrasse de tout. L'Ancien Testament, ça ne vaut pas tripette, terminé. Voilà. Et puis, vous avez d'autres personnes qui, elles, se sont tellement conditionnées à se dire que la parole d'un tel ou d'une telle est sacrée et merveilleuse qu'elles vont absolument tout prendre, mais sans aucun discernement. C'est-à-dire tout ce qui est dit, c'est parole d'évangile, il ne faut pas ôter une virgule, il ne faut rien changer, il faut tout prendre, tout est parfait, tout est sacré, et puis ça donne des gens terriblement dogmatiques, voire un peu fanatiques. Puis enfin, vous avez une troisième catégorie de personnes qui savent faire preuve de discernement et qui savent aborder la parole d'un maître spirituel présent, passé, très ancien ou récent, et puis faire preuve de discernement en disant « ça, je prends, ça, je ne prends pas ». De la même manière que j'enlève la peau, mais je garde la chair et le jus, et puis surtout, je retiens précieusement le noyau. Voilà. Il y a, dans tout ce qu'on trouve, il y a ces trois couches. Il y a un emballage qui est contextuel, qui date d'une certaine époque. Il y a un juste, il y a quelque chose de savoureux qui fait qu'on se régale. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai lu les 4 accords Toltec, j'ai vraiment eu l'impression de boire à une source. Il y avait une espèce de jus, quelque chose de savoureux là-dedans. Et puis, si on cherche bien, il y a des graines, il y a des semences, il y a des choses qui sont là pour qu'on les sème en soi, dans son jardin intérieur. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je suis toujours assez étonné, parfois attristé, de voir certaines rejeter complètement une voie spirituelle, un cheminement, etc., sous prétexte qu'on a trouvé telle phrase, telle chose, et que ça ne nous semble pas en accord avec l'époque qu'on vit aujourd'hui. Et je vous raconte ça parce que
dans Magicien du quotidien, ce que je me suis efforcé de faire, c'est de transmettre finalement la spiritualité qui m'habite depuis plus de 35 ans, mais d'une façon qui soit la plus en phase, j'ai envie de dire, avec l'époque. Parce que les vérités sont éternelles, mais la forme particulière qu'elle prend, ben, elle dépend de l'année, du moment, de l'époque, elle dépend du lieu, parce que une même vérité énoncée en Orient ou en Occident ne va pas prendre forcément la même chose, et puis ce qui a été dit il y a 2000 ou il y a 6000 ans ne sera pas dit de la même façon aujourd'hui. Donc je pense que ce qui me semble essentiel aujourd'hui, c'est de pouvoir transmettre ce qui nous habite, transmettre, une fois qu'on a semé les graines, les fruits qui ont poussé, et les partager d'une façon qui corresponde à l'époque. Et vous voyez, je vous parlais de Miguel Ruiz. Ce qui est intéressant, lorsqu'on regarde une tradition orale, enfin en tout cas elle était orale jusqu'à ce que lui arrive et écrive des livres, c'est que chaque génération justement reçoit les graines, reçoit les richesses, la sagesse de la génération d'avant, l'intègre, la vie, donc symboliquement sème son jardin, et puis un jour partage des fruits. Alors c'est le même arbre, c'est la même espèce, mais forcément, à 20 ans ou 30 ans d'écart, quelque chose a un petit peu bougé, s'est transformé. Et c'est assez frappant, par exemple, de voir aujourd'hui deux des trois fils de Miguel Ruiz transmettre l'enseignement toltèque à leur façon. Voilà, donc avec ce livre, Magicien du quotidien, c'était ça mon souhait, c'était de pouvoir habiller d'une forme aussi fluide, aussi simple, aussi accessible que possible, des choses que certains, je ne sais pas si vous avez lu la dédicace à première page du livre. Je dois l'avoir. Je vais vous le lire exactement parce que sinon je risque de me... Il est là. Il n'est pas beau. J'ai dédié ce livre au Merlin, Gandalf et autres Dumbledore qui ont croisé ma route et partagé avec moi leur magie. Parce que personne ne se fait tout seul et que j'ai eu la chance, peut-être aussi parce que je l'ai voulu ardemment depuis que j'étais très jeune, de croiser la route d'êtres d'exception qui ont eu la bonté de partager avec moi effectivement leur magie, de semer des graines en moi que j'ai patiemment cultivées pour pouvoir les partager aujourd'hui avec vous. Alors, pour ceux et celles d'entre vous qui n'ont pas sauté sur le livre ce matin et qui l'auraient dévoré d'une traite, donc il y a 40 verbes. En fait, au début, j'en avais écrit 21 parce que c'était le format qui m'avait été imposé par la collection dans laquelle je devais paraître. Et puis, sauf que quand j'ai eu fini, je me suis dit, oh, mais moi, j'ai encore des trucs à dire. Donc, j'ai continué en me disant, ça fera un tome 2. Et j'en ai écrit 19 de plus. Puis finalement, en parlant avec l'éditeur, donc les éditions Le Duc, on a décidé de les réunir, 19 plus 21, ça donne ce chiffre de 40 qui n'était absolument pas prévu au départ. Voilà. Et donc ces 40 verbes sont répartis en 8 parties. D'abord, il m'a semblé intéressant de poser les bases, c'est-à-dire quelles sont, quand on veut construire un immeuble, une maison, quelles sont les bases sur lesquelles la maison va pouvoir tenir et pas s'effondrer ou sombrer dans les marais rapidement. Ensuite, on a vu tout à l'heure avec Genesis le schéma avec les 4 dimensions spirituelles, affectives, mentales et physiques. Eh bien, il y a 4 parties qui correspondent à chacune de ces dimensions de notre être avec des verbes spécifiques. Voilà, comme prier, pardonner pour le cœur, comme faire les mises à jour ou méditer pour le côté plutôt mental, comme expérimenter pour la dimension physique, mais aussi toucher, etc. Et puis après, j'ai eu envie de partager quelques verbes qui concernent aussi bien ce qu'on peut faire dedans, chez soi, à la maison. Je citais l'exemple du ménage tout à l'heure, par exemple. Ensuite, des verbes, des choses qu'on peut pratiquer dehors. Ça va consister à, par exemple, conduire en voiture, ça va consister à voyager, comment est-ce qu'on arrive dans un pays étranger. Ça peut concerner également la manière dont on pénètre dans une forêt ou dont on va au bord de la mer. Et puis, la dernière section, c'est peut-être la dernière, mais c'est une des plus importantes aussi à mes yeux, concerne les relations humaines. Parce que finalement, la spiritualité, quel sens a-t-elle si elle ne nous conduit pas
à transformer et à améliorer ce qui est une des choses les plus importantes de notre vie, ce sont nos relations. Relation à soi, déjà, bien entendu, relation à son partenaire, son conjoint, relation à ses enfants, ses voisins, ses collègues, sa famille. Là-dessus, je rejoins tout à fait Aruna Lipschitz, qui parle aussi de développement relationnel et qui, avec la voie de l'amoureux, son école à Paris, souligne aussi constamment l'importance de la relation. Donc, les derniers verbes concernent comment spiritualiser, comment amener plus de conscience, plus d'amour, plus de présence dans nos relations. Alors, si vous avez été faire un tour, ou si vous allez faire un tour sur… J'ai construit un petit site internet dédié pour ce livre parce qu'en fait, les magiciens du quotidien vont se décliner sous 3 supports que j'ai envisagés de manière complémentaire. Donc, le livre qui sort aujourd'hui, mais ça fait déjà 2 semaines que vous avez la possibilité de vous abonner sur ce site à l'envoi quotidien d'une petite pensée magique pendant 100 jours. Voilà. L'idée, c'était de dire, ce livre, son but, c'est de vous permettre vraiment de vivre quelque chose de différent, d'incarner cette magie dans votre quotidien. C'est donc la pratique qui est toujours mon obsession. Et je me suis dit, bon, lire un livre, c'est bien, c'est sympa, mais trouver pendant 100 jours, donc un peu plus de 3 mois, chaque matin, dans sa boîte mail, un petit message court qui rappelle finalement les différents sujets abordés dans le livre, ça peut favoriser le passage à l'action, favoriser la mise en pratique de ces 40 verbes qui sont proposés dans le livre. Et puis, d'ici, j'espère, à peu près une quinzaine de jours, si tout va bien, il y aura également accessible sur ce site ou accessible sur le site de En Développement, la plateforme créée par Gabin Belay et son équipe. Il y aura une série de webinaires que nous avons été tournés en Ardèche en septembre dernier. Et Gabin fait les choses bien. Peut-être que vous le connaissez, vous connaissez En Développement à travers les formations en communication non violente que donne Thomas Dansbourg, qui sont aussi diffusées sur cette plateforme. Donc, Gabin a vraiment une exigence de qualité. C'est-à-dire qu'il souhaitait que les webinaires proposés sur sa plateforme n'apportent pas seulement un contenu intéressant, de qualité, mais que dans la forme, la réalisation, que ça soit également qualitatif. Donc, il est allé chercher un vrai réalisateur, qui est Tim Jansen. Alors, Tim, vous le connaissez peut-être indirectement si vous avez vu la série de documentaires qui s'appelle Les Chemins du Sacré, qui est passée sur Arte, qu'a faite Frédéric Lenoir, qui est très bien faite. Moi, j'ai vu les 6 épisodes et vraiment, j'ai adoré. Je trouvais très, très intéressant cette façon aussi de décliner le sacré sur les 5 continents. Et voilà, donc il y a une très, très belle qualité d'image, une très bonne prise de son, très belle photographie. Et donc là, on n'a pas fait les 40 verbes d'un coup, ça aurait fait un peu beaucoup. On en propose une dizaine pour cette première série de webinaires. Et puis, selon l'accueil qui sera fait, on en fera 3 autres derrière. Donc voilà, c'est l'occasion, si vous le souhaitez, de pouvoir approfondir le contenu du livre, puisque pratiquement chaque verbe fera l'objet d'une vidéo d'à peu près une trentaine de minutes. Et puis, en développement, Gabin, ce qu'ils font avec Thomas Dansbourg, ce qu'ils feront avec d'autres de leurs intervenants, c'est aussi d'organiser, comme on le fait là maintenant, des soirées live, c'est-à-dire que on regarde son webinaire à l'heure qu'on veut, comme on veut chez soi, mais il y a des moments où on se retrouve tous. Et donc, j'aurai l'occasion d'animer aussi des soirées à destination des personnes qui auront fait l'acquisition de ce webinaire. Donc, l'idée vraiment, c'est de multiplier les supports pour favoriser le passage à la pratique. Parce que c'est ça le grand défi finalement. Combien de livres est-ce qu'on a lu? Combien de livres vous avez lus? Combien vous avez eu l'occasion de mettre en pratique? Je reviens toujours aux accords Toltec parce que c'est un livre qui a été lu de manière vertigineuse. Je ne sais pas combien de millions de personnes l'ont lu. Les gens adorent. Les gens ont été mettre le marque-page que j'avais conçu chez Jouvence sur leur frigo pour se le rappeler.
Mais on se rend bien compte que ce n'est pas forcément facile de passer de la lecture d'un livre à la pratique. Alors, il y a des choses qui se sont faites, par exemple, à l'époque, donc il y a 20 ans, il y a des groupes de travail sur les accords Toltec qui sont créés ici et là. La CNV qui s'est beaucoup développée aussi, il y a des soirées CNV, etc. Donc, la pratique est extrêmement importante. Et mon idée, il y aura peut-être d'autres choses qui verront le jour dans les mois qui viendront. Mais mon idée est vraiment de permettre à chacune, la CNV, on me demande, je vois la question, la CNV, c'est la communication non violente. Et on prend l'habitude d'utiliser des abréviations. Donc, CNV, communication non violente, développée par Marshall Rosenberg. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de vous donner tous les outils pour la mise en pratique. Ça me tient à cœur, d'abord parce que moi, mon obsession a toujours été ça, toujours été la mise en pratique. Le tout premier livre de développement personnel que j'ai lu s'appelait Manuel vers une conscience supérieure de Ken Keyes, en anglais Handbook to Higher Consciousness. J'ai lu ça, je devais avoir 19 ans. Et j'avais trouvé ça tellement incroyable. Et je me suis vraiment fait des exercices, fait ma pratique pour tout de suite appliquer ce qu'il y avait dans ce livre-là. C'est le premier livre que j'ai lu, c'est le premier que j'ai mis en pratique. Après, peut-être que vous avez lu évidemment Jonathan Livingston, Le Goéland de Richard Bach, mais vous connaissez peut-être aussi son livre Le Messie récalcitrant, qui est sorti quelques années après. Et dans Le Messie récalcitrant, il y a toutes sortes de petits textes qui sont attribués à ce Messie. Je m'en étais fait un petit livret comme ça pour pouvoir appliquer et mettre en pratique. Alors, ça me tient très à cœur parce que, encore une fois, si je reviens au début de ce qu'on a échangé ce soir, pour moi, aujourd'hui, le défi face à toutes les menaces qui pèsent sur notre vie, sur notre avenir, sur notre santé, sur plein de choses, il va être résolu qu'à condition que nous soyons suffisamment nombreux à faire cette bascule dont je parlais, à faire ce renversement, à aller à l'intérieur et à se dire que ce temps qu'on prend pour transformer sa vie de l'intérieur, pour amener plus de conscience, plus d'amour, plus de lumière, plus de présence dans ce qu'on fait, même si on n'en voit pas les résultats, même si ça ne paraît pas aussi démonstratif que d'être dans la rue, que d'écrire des lettres, que d'agir concrètement, en réalité, ça crée l'égrégore, ça crée l'énergie, ça crée, si vous voulez, le champ de conscience qui va permettre derrière à certains d'entreprendre concrètement des choses qui seront imprégnées de ça. Ça crée un réservoir de pensée, d'énergie qui va ensuite pouvoir se manifester. J'ai eu plusieurs fois l'occasion durant mes Zooms de parler de quelqu'un d'exceptionnel à mes yeux, qui est Rupert Sheldrake, qui a développé cette notion de champ morphique, champ morphogénétique, qui a été reprise depuis 40 ans, aussi bien en sociologie, en chimie, dans de nombreuses disciplines, parce que c'est une théorie qui permet de comprendre au niveau invisible comment se passent les choses. Eh bien, quand on est familier de ça, on se rend compte que plus on est nombreux à méditer, plus on est nombreux à se relier par la pensée, plus on est nombreux à manifester une qualité de présence différente, plus se crée un champ de conscience qui va influencer d'autres personnes et va créer une contagion lumineuse, une contagion positive, dont je pense la plupart d'entre nous sous-estimons la puissance et les effets. Plus on sera nombreux à le faire, plus ça va être intense, plus ça va être facile pour ceux qui viendront derrière nous. Rupert Sheldrake a montré comment plus une espèce, qu'elle soit humaine, animale ou végétale, développait un certain comportement, plus les individus de cette espèce avaient de la facilité à développer le même comportement. On le voit avec les jeunes qui maîtrisent tellement plus vite que nous les gadgets technologiques, mais ça vaut pour la méditation, ça vaut pour beaucoup, beaucoup d'autres choses. Il y a des pionniers qui, au départ, taillent à la machette une tranchée dans la jungle, et c'est dur et c'est difficile et ils avancent lentement. Et puis, grâce à ça, derrière, d'autres avancent plus légers. Puis quelques années plus tard, vous avez l'autoroute, le péage et tout le reste. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est que ce travail que nous faisons, de devenir soi-même magicien, magicienne du quotidien, même si personne n'est au courant, même si vous êtes juste chez vous en train de le faire, vous alimentez un égrégore, vous alimentez un champ de conscience qui va bénéficier à tout le monde. Ça, aujourd'hui,
Ce n'est pas de la spéculation intellectuelle. Sheldrake a fait des travaux avec toutes sortes d'espèces animales, végétales, même des cristaux, etc., pour donner de la consistance et de la validité à sa théorie. Et donc, voilà, moi, je mise notre avenir collectif, notre capacité de transformation sur ça, sur ce renversement qui va nous faire travailler à l'intérieur, alimenter un champ de conscience de plus en plus puissant et lumineux. Et à partir de ce champ de conscience, eh bien, vont se manifester de nouvelles solutions, de nouvelles façons d'envisager la politique, la santé, l'économie, les rapports sociaux, les questions écologiques, environnementales, etc. Mais ça doit démarrer à l'intérieur, de manière à ne pas projeter à l'extérieur des problématiques non résolues que nous aurions à l'intérieur. Voilà, Émilie, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des commentaires, est-ce qu'il y a des choses dont il serait bien que j'aie conscience à cette heure-ci? Non, il n'y a pas de questions dans le chat du tout. Il y a beaucoup de partage par rapport à ce que tu as dit, mais pas de questions. D'accord, oui, je vois apparaître en petit les commentaires, mais j'arrive pas à prendre le temps de les lire. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait effectivement une certaine activité dans le chat, d'où ma question. Voilà. Écoutez, je regarde si j'ai rien oublié. Je m'étais mis quelques repères quand même dans ce dont je voulais parler avec vous ce soir. Comme je vous l'ai indiqué au tout début, ce que je vous propose, si vous êtes partant, c'est qu'on se prenne maintenant un temps de méditation pour ceux et celles d'entre vous qui étaient là à mon Zoom numéro 14. Ils sont tous, là, on les avait enregistrés, ils sont tous sur la chaîne YouTube. J'avais, dans la méditation que j'avais fait à la fin de ce Zoom-là, alors ces méditations ne sont pas préparées, je fais que ce qui vient, et j'avais évoqué l'idée d'un réseau de lumière, c'est-à-dire que je me suis imaginé la planète telle qu'on la voit depuis les fameuses photos Apollo, et imaginez que partout il y a des gens qui méditent, des gens qui prient, des gens qui sont conscients, des gens qui d'une manière ou d'une autre s'efforcent de vivre une vie plus magique, plus spirituelle, qui a un point lumineux. Et imaginez maintenant que tous ces points lumineux à travers toute l'Europe, les États-Unis, l'Australie, l'Inde, partout, imaginez qu'ils sont connectés par des filaments de lumière. Et vous avez tout d'un coup un réseau, un filet comme ça de lumière, un filet doré qui entoure toute la Terre. Et donc, j'avais proposé toute une méditation sur ce thème-là, c'est-à-dire à la fois se connecter en haut pour recevoir cette lumière, puis ensuite à l'horizontale, l'envoyer à tous nos proches, à tous ceux et celles que nous connaissons et qui œuvrent dans le même sens que nous. Eh bien, ce qui est assez sympathique, c'est que Loïc, qui a créé le réseau All One Union, a tellement été touché par ce Zoom qu'il l'a fait traduire, alors que je ne dis pas de bêtises, je crois que ça a été traduit en espagnol et en italien maintenant. Et j'ai envie ce soir de vous proposer qu'on fasse une méditation sur ce même principe, voilà, de se dire à partir du moment où chacune d'entre nous devient un peu plus chaque jour magicien, magicienne, amène un peu plus de conscience dans sa vie, ce réseau va s'amplifier de plus en plus et je pense qu'on peut être surpris de ce qui peut se développer, se créer à la surface de cette planète à mesure que nous serons de plus en plus nombreux à le faire. Alors pour cette méditation, je vais vous inviter à vous installer confortablement chez vous. Vous n'aurez pas besoin de l'image, donc soit vous éteignez la vidéo si vous ne souhaitez pas la garder allumée. En tout cas, l'important, c'est de vous installer confortablement, que ce soit sur le siège que vous avez devant votre écran ou ailleurs. Je vous laisse juste un petit instant pour ça, pour que chacun prenne ses dispositions. L'expérience montre qu'il faut un petit moment pour ça. Donc, tout ce que vous avez besoin, c'est d'entendre le son, d'entendre ma voix. Je scrolle rapidement pour voir ceux d'entre vous qui bougent, qui s'installent,
qui trouvent comment se mettre de la façon la plus agréable. Et puis, comme je sais que nous serons aussi écoutés en replay, ben, pareil pour celles et ceux d'entre vous qui nous écoutez en replay. Voilà, vous avez la chance de même pouvoir mettre sur pause, hein, le temps de vous installer bien chez vous. Voilà. Bon, j'ai l'impression que tout le monde a l'air à peu près calé. Alors, je vais vous inviter tout simplement à fermer les yeux pour commencer et à prendre plusieurs respirations profondes. Profondes, c'est-à-dire qui partent vraiment du ventre. Prenez le temps de revenir à votre respiration, à votre souffle. Et puis prenez conscience également de vos appuis, à commencer par vos 2 pieds à même le sol, si vous êtes assis sur une chaise par exemple. Ou alors peut-être vos fesses, vos cuisses, si vous êtes plutôt assis sur un coussin, sur un zafou ou que sais-je. Sentez ce contact que vous avez avec la terre-mère, notre soutien. Prenez conscience également de votre colonne vertébrale. Idéalement droite. Prenez conscience également de vos mains, où sont-elles posées? Tout en respirant toujours profondément, ayez conscience de votre tête. Et pour commencer, je vous invite à imaginer le réseau que nous formons, tous ceux et celles qui sont connectés ce soir, enfin ce soir ou cet après-midi pour nos amis québécois, mais en incluant dès maintenant tous ceux et celles qui réécouteront cette vidéo et cette méditation en replay, peut-être dans les prochains jours ou plus loin. Dans un certain plan, le temps et l'espace ne comptent pas, et nous pouvons considérer que tout ce monde-là est d'ores et déjà relié, connecté à nous, avec nous, dès maintenant. Imaginez que chacun, chacune d'entre nous représente comme un point de lumière à la surface de la Terre, et comment tous ces points sont reliés par le fait que nous sommes connectés ensemble, bien sûr par la technologie, mais aussi par l'intention, par la pensée, par ces liens de cœur que nous pouvons tisser les uns avec les autres. Et puis si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a bien plus de points lumineux que ça. Il y en a partout. Parce que partout, il y a des gens qui prient, qui méditent, qui ont une pratique spirituelle, peut-être même sans le savoir, mais simplement qui, chaque jour, s'efforcent de manifester quelque chose de beau, de lumineux, de fraternel, de vrai, de juste, d'équilibré dans leur vie. Imaginez le pays où vous êtes, que ce soit la France, la Belgique, la Suisse, le Canada ou ailleurs, et voyez-le couvert de tous ces points lumineux, reliés les uns avec les autres. Et puis si vous reculez, un zoom out comme on dit, vous vous rendez compte que les autres pays d'Europe, mais aussi la Russie, la Chine, l'Inde, l'Australie, les 2 Amériques,
Pourquoi pas des îles au milieu des océans, ici et là, partout. Il y a des points lumineux. Et imaginez maintenant la source, Dieu, l'esprit cosmique, appelez-le du nom que vous préférez. Et vous pouvez simplement peut-être l'imaginer comme le soleil, qui est peut-être la représentation la plus évidente de cette source de lumière, de chaleur, de vie sans laquelle rien n'existerait à la surface de cette planète. Imaginez qu'un rayon part de ce soleil et pénètre dans chacune d'entre nous, nous traverse, nous illumine, nous réchauffe, nous vivifie. Et puis vous pouvez imaginer que de votre plexus solaire partent ensuite des rayons horizontaux qui vont vers tous ceux et celles qui vous sont chers, tous ceux et celles qui œuvrent dans le même sens, voire plus largement encore si vous vous sentez assez d'amour, assez de compassion, assez d'énergie intérieure pour englober toute l'humanité, pour envoyer cette lumière à ceux qui ont besoin pour activer un jour la leur. Imaginez que plus nous faisons ça et plus de nouvelles lumières commencent à clignoter ou à s'allumer résolument, ici et là. Que le réseau devient toujours plus dense. Ayez toujours conscience par moment de votre respiration. N'oubliez pas de respirer, d'être à la fois présent à vous-même, à votre souffle, à votre corps, tout en sentant cette connexion avec le collectif, avec le groupe. Nous avons dans cette dualité tout l'enjeu de cette nouvelle ère du Verseau qui débute. D'un côté, l'individuation, qui n'est pas l'individualisme, l'individuation, devenir vraiment soi, manifester en plénitude sa singularité spirituelle. Et de l'autre, le Verseau, c'est aussi le collectif, le groupe, la fraternité. Parce qu'on ne peut vraiment participer à une fraternité qu'en y apportant sa singularité. Il ne s'agit pas de former un troupeau où tout le monde est pareil, il s'agit de créer quelque chose de fraternel où chacun est différent, unique et où on se réjouit de voir des rayons de couleurs différents émaner de chacun, se compléter, s'enrichir mutuellement. Toute l'idée des magiciens du quotidien, c'est ça. C'est de pouvoir de plus en plus souvent dans la journée, quoi qu'on fasse, quelle que soit l'activité, avoir un moment de reliance en haut, demander à cette lumière, à cette conscience, à cet amour de nous traverser, d'imprégner nos gestes, nos regards, nos paroles, nos routines, nos activités, tout ce que nous faisons. Et d'un autre, d'avoir une pensée pour les autres, pour ce collectif, cette fraternité que nous nous efforçons progressivement de construire, de former, et d'envoyer ça autour de nous, d'émettre ça, en commençant par tous ceux qui nous sont le plus chers ou celles le plus facile, le plus naturel, mais en élargissant toujours plus loin le cercle de ceux et celles que nous voulons englober dans ce réseau de lumière. Vous pouvez même synchroniser votre respiration avec ce processus. À l'inspiration, vous imaginez cette lumière qui descend de la source
qui descend du soleil, qui pénètre par le sommet du crâne en vous, qui vient faire briller, rayonner, dilater votre plexus solaire. Et à l'expire, comment rayonne de ce plexus solaire, solaire comme le soleil lui aussi, des rayons chargés de cette lumière que vous envoyez vers tous ceux et celles qui en ont besoin, en même temps que vous recevez aussi la lumière que vous envoient d'autres, que vous les connaissiez ou non. Plus nous sommes reliés ainsi et plus les synchronicités se multiplient dans nos vies, plus nous pensons 2 secondes avant à la personne qui nous envoie un mail, un téléphone, à la personne dont nous avons des nouvelles, plus nous sentons que ce réseau n'est pas une abstraction, mais quelque chose de bien réel, de bien concret, qui peut nous soutenir dans les moments difficiles, les moments d'épreuve, les moments de maladie, les moments de doute. Nous rappeler à ce moment-là que nous ne sommes pas seuls, nous brancher sur ce réseau pour y être régénéré, dynamisé, jusqu'à retrouver soi-même assez d'énergie, d'enthousiasme, de lumière intérieure pour venir à nouveau l'alimenter. Je ne sais pas pour vous, mais moi je regarde ce globe terrestre et je vois des points lumineux de couleurs différentes même, un peu partout, qui pulsent, qui pétillent, et ce réseau de lumière devenir toujours plus intense, plus puissant, développer une forme d'intelligence collective qui nous dépasse tous. De la même manière que nos milliards de neurones ensemble permettent la pensée, eh bien peut-être que la connexion de tous ces points de lumière va favoriser l'émergence d'une pensée plus grande que la nôtre. Et de solutions à tous les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Je vous invite maintenant à prendre une profonde inspiration et à revenir de manière un petit peu plus personnelle en vous, en vous-même, dans votre corps, assis sur votre chaise ou un coussin, pas loin de votre écran. Vous savez que ce réseau est là, qu'avec les différents fuseaux horaires, il est actif 24 heures sur 24, au moins en partie, et que vous pouvez vous y connecter à tout moment. Quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, je vous inviterai à prendre encore une dernière inspiration et puis à rouvrir les yeux. Bien, merci à tous et à toutes pour ce moment que nous avons partagé. Quand je dis à tous et à toutes, ce n'est pas seulement à celles et ceux qui sont connectés là maintenant, mais c'est à tous ceux qui nous écouteront, qui participeront à ça, que ce soit demain, après-demain, dans une semaine, un mois, peu importe. Voilà, comme je disais, le temps et l'espace n'existent pas à ce niveau-là. Donc merci pour ça et merci à tous ceux et celles dans le monde qui
qui contribuent sans cesse à alimenter ce réseau-là de multiples manières différentes. Et c'est ça qui est magique, c'est ça qui est merveilleux, c'est que chacun le fait d'une façon qui est unique, qui est singulière et qui participe de cet arc-en-ciel de couleurs et de fréquences et de vibrations. Émilie, tu es parmi nous? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des choses dans le chat? Ah non, tu reçois une avalanche de merci. Ah, ben, écoute, c'est gentil. C'est gentil. Moi aussi, je remercie vraiment tous ceux et celles qui sont là. Et puis, peut-être qu'on aura l'occasion de se retrouver pour d'autres Zooms. Je n'ai pas encore prévu de planning, mais si vous êtes là, c'est que vous avez vu l'annonce, soit parce que vous êtes inscrit à ma newsletter et donc j'envoie un petit mail à tout le monde, soit que vous l'avez découvert peut-être sur Facebook ou encore, pour la première fois, j'ai dû en parler sur Instagram aujourd'hui. Voilà. Le plus sûr, c'est quand même de vous inscrire à ma newsletter. Voilà. Mais je me forcerai quand même si je propose d'autres soirées Zoom, d'autres temps de partage, de diffuser l'information par un maximum de réseaux différents. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup de ce temps partagé. Voilà, c'est une journée importante pour moi parce que c'est vraiment un livre qui me tient extrêmement à cœur et que j'avais infiniment hâte de pouvoir partager avec vous tous et toutes.